Bonjour les investisseurs et bienvenue sur la rubrique de l'immobilier. Cette semaine, je vais vous expliquer comment rechercher un bien immobilier à but locatif. Tout d'abord, je vous détaillerai pourquoi une bonne recherche passe par le biais d'agents immobiliers. Ensuite, je vous indiquerai comment faire une bonne recherche sur Internet. Si un bien a été sélectionné après ces recherches, je vous dirai également quels sont les points de vigilance à avoir lors de la visite. Puis enfin, je terminerai par vous indiquer dans quel cas doit-on négocier le prix d'un bien. Je vous souhaite un bon visionnage. De nombreux acheteurs immobiliers pensent que traiter directement de particulier à particulier est plus avantageux que de s'adresser à une agence. En effet, traiter avec un particulier permet d'éviter de payer les frais d'agence, mais aussi de négocier plus facilement le prix. Mais détrompez-vous, passer par un professionnel vous permet d'avoir l'œil d'un professionnel sur un bien. Il faut apprendre à connaître ce milieu et surtout reconnaître les bons agents immobiliers. En réalité, les bonnes affaires se font rarement entre particuliers. L'agent immobilier connaîtra mieux le marché que vous et aura des méthodes de négociation adaptées. De plus, un particulier qui vend son bien est souvent fortement attaché à ce dernier car c'est un lieu de souvenir. Il voudra retirer le meilleur profit de sa vente. C'est pour cela d'ailleurs qu'il évite de passer par une agence. En jetant un œil sur les sites d'annonces entre particuliers, beaucoup de biens sont en réalité surcotés. Là où vous pensiez faire une bonne affaire, au contraire, vous achetez plus cher. Sachez donc qu'en grande partie, ce sont les professionnels qui apporteront la majorité des biens intéressants. De même, certaines agences immobilières travaillent directement avec des notaires, ce qui est un avantage non négligeable. En effet, sur les biens relevant d'une succession, les héritiers payent beaucoup d'impôts, ils sont plus pressés à vendre et à faire un effort sur le prix. En retour, le compromis et la signature de l'acte de vente se font chez eux. Mais alors, où trouve-t-on ces bons agents immobiliers ? Il est souvent dit qu'il vaut mieux traiter avec des agents immobiliers que l'on connaît. Pour cela, il vous faudra fidéliser certaines agences, ce qui vous permettra de vous constituer un réseau solide. En effet, vous accédez aux opportunités avant même qu'elles n'arrivent sur le marché. Alors, comment faire pour fidéliser ? Vous devez appeler l'agence à fidéliser chaque lundi matin pour demander si une bonne affaire est rentrée. Si vous êtes débutant, n'ayez pas peur. Si vous appliquez cette méthode plusieurs fois chaque semaine, le résultat paiera au bout de quelques mois. Le réseau se construit au fur et à mesure, donc persévérez. Par contre, ne vous éparpillez pas. Soyez en contact avec au minimum 4 agences et au maximum 6. Mais à côté de vos recherches par le biais d'agences immobilières, rien ne vous empêche de rechercher votre bien sur Internet. Même si cela est rare, les offres intéressantes sont aussi sur Internet. Les sites les plus prisés des vendeurs sont seloger.com, leboncoin.fr, logique-imo.com, avendre-à-louer.fr. Ces sites vous permettront de programmer des alertes. Afin d'en créer une, vous devez sélectionner les critères et choisir votre fréquence d'information. Ne soyez pas trop large ni restrictif, votre recherche doit viser le bon compromis. Les critères sont simples. L'emplacement du bien. En effet, la position doit être attractive, par exemple à côté d'écoles de commerce, du métro, d'une supérette, etc. Le bien doit être vétuste certes, mais avec une structure saine. C'est-à-dire qu'il vous faudra éviter les biens humides, les moisissures, les fissures ou les affaissements. Ensuite, le bien doit être optimisable. Attention donc aux murs porteurs et semi-porteurs. Vérifiez également avec le vendeur l'emplacement des arrivées d'eau. En appliquant ces critères, cela vous permettra de ne pas avoir de mauvaises surprises et surtout de louer rapidement votre bien. Ces critères s'appliquent aussi bien dans les grandes villes que les petites villes. Par contre, attention à bien connaître le marché de la ville dans laquelle vous souhaitez investir. Des zones peuvent en effet être dynamiques ou d'autres peuvent se vider et cela aura des conséquences dramatiques sur votre projet. Mais pourquoi parle-t-on de bien vétuste dans les critères ? Tout simplement parce que beaucoup d'investisseurs ne veulent pas faire de travaux. La plupart des gens achètent donc du neuf et ne le meublent pas. Malheureusement, sur le plan fiscal, c'est le pire. Sachez qu'investir dans le neuf est le moins rentable. Certes, elle permet plus de facilité, mais en réalité, elle est lourdement taxée et plus encadrée. Le Pinel, par exemple, fait partie des dispositifs fiscaux du neuf en location nue. Dans ce cadre, les loyers sont encadrés en dessous du prix du marché et vous êtes engagé à louer votre bien pendant une durée définie. Si par contre vous choisissez d'acheter de l'ancien et de meubler, vous pouvez, en choisissant le bon régime fiscal, ne pas payer d'impôt sur les revenus locatifs pendant de nombreuses années. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller voir mes vidéos sur le Pinel et le LMNP, le lien étant ci-dessus. Visez ainsi ces biens et vous aurez toutes les chances de votre côté pour ne pas payer d'impôts. Dès que vos recherches ont été fructueuses par le biais d'un agent ou d'internet, vous devez organiser une visite. Mais alors, quels sont les points de vigilance à avoir ?
Tout d'abord, avant toute visite, un conseil, arrivez à l'heure. En effet, si le bien est vraiment intéressant, vous verrez que beaucoup d'acheteurs s'empresseront de visiter. Une belle affaire peut donc se perdre en 5 minutes. De plus, vous pourrez mettre à profit votre avance pour avoir déjà une première visite extérieure. Extérieur de l'appartement, la façade côté rue, les parties communes, l'état des boîtes aux lettres, très révélateur du comportement général des autres copropriétaires. Ensuite, en visitant le bien, regardez plus le potentiel que la vétusté. N'oubliez pas que vous achetez pour un investissement locatif et non pour vous, et que si le prix du bien est attractif, c'est sûrement qu'il y aura des travaux à faire. Les points de vigilance à avoir sont cependant les suivants. Demandez quels sont les murs porteurs et semi-porteurs. Sachez qu'un mètre peut parfois être utile si la superficie d'une pièce vous paraît petite, notamment quand il s'agit d'une chambre. Le nombre de fenêtres et leur disposition sur un mur en cas de nouvelle configuration. Les évacuations, les différents réseaux, notamment les eaux usées pour l'accès machine à laver, salle de bain, cuisine. En effet, en copropriété, il est bon de se renseigner afin de savoir ce qui tient des parties privatives et des parties communes. S'il s'agit d'une maison, demandez si le tout à l'égout est mis en place, car cela peut entraîner des coûts conséquents. Si vous envisagez une division, le compteur électrique est un élément essentiel à voir pour l'installation des nouveaux compteurs, notamment la puissance de ce dernier. Mais également la colonne EDF sur le palier afin de vérifier qu'elle n'est pas saturée. Enfin, les plafonds et murs de la copropriété sont aussi à inspecter. Par exemple, si des fissurations sont trop importantes, un conseil, n'achetez pas. Sachez qu'il existe un certain nombre de points dissuasifs pour un achat, que ce soit appartement ou maison. Une grande humidité, des dégâts des eaux importants dont l'origine n'est pas connue, un immeuble non sécurisé ou plus couramment dit en péril imminent, ou encore un appartement squatté. Lors de la visite, n'hésitez pas à demander les preuves de ce qui est avancé par le vendeur. Par exemple, s'il s'agit d'un bien en copropriété, n'hésitez pas à demander le règlement de copropriété, car vous pourrez constater que certains règlements interdisent la location de courte durée ou encore la location meublée, ce qui est impactant pour la suite. Le carnet d'entretien répertoriant les informations techniques sur la maintenance et les travaux effectués dans l'immeuble. Ou encore le pré-état daté, qui est un document relatant à la fois l'état des charges que le futur acquéreur devra supporter quand il sera devenu propriétaire, mais également l'état global des impayés de charges au sein de la copropriété. Si par contre il s'agit d'une maison, n'hésitez pas à demander les diagnostics immobiliers, les derniers travaux effectués sur la maison, la taxe foncière, etc. Ces points de vigilance vous permettront de connaître au mieux le bien et de pouvoir en négocier le prix. Mais cette négociation est-elle toujours possible ? Sachez-le, si vous êtes sur un marché tendu, le bien va partir très vite. Il faut donc vous positionner au plus vite. Le prix ne sera dans ce cas pas ou peu négociable. La raison est simple, plusieurs acheteurs sont prêts à acheter au prix immédiatement. Par contre, si le bien est en vente depuis plus de 3 semaines et que le bien n'est pas au prix du marché, il va falloir négocier. Alors comment négocier ? Il va vous falloir justifier de la baisse du prix. Cela peut prendre différentes formes. Par exemple, acheter acte en main, qui signifie intégrer les frais de notaire dans le prix de vente, ce qui vous permettra de le faire financer par la banque. Ou encore négocier le mobilier en place, la cuisine équipée, l'installation éventuelle d'un assainissement aux normes, etc. Si le vendeur valide votre offre, car elle est amplement justifiée, vous n'avez plus qu'à signer le compromis de vente. Sachez donc ne pas être trop gourmand et ne pas passer à côté d'une belle affaire, juste parce que vous avez essayé de gagner 2000 €. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit pouce bleu, un commentaire et partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine, salut les investisseurs!